Ouverture de la réunion à 7h58. Adoption de l'agenda, s'il vous plaît. Ils ne sont pas pareils, c'est tout. C'est ça. Aïe, oui, oui. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. Est-ce qu'il y a des changements? Aucun. Tout le monde n'a pas peur? Merci. Intérêt pécuniaire? Aucune. Merci. 4.1. Présentation par Mme Linda Meyer-Zabo et Aurel Poirier regarding Leadership et Team Building Program. Bienvenue. Merci. Alors, bonsoir, Monsieur le maire et les membres du comité. Je suis Linda Meyer, présidente de Leadership et Team Building. J'aimerais vous remercier de nous donner cette opportunité de présenter mon programme. Qui est mieux pour vous en parler qu'un parent très impliqué dont j'apprécie son appui soutenu. Alors voici M. Aurel Poirier. Alors bonsoir, membres du Conseil, et merci de prendre le temps d'écouter ce soir. Donc, je suis ici pour vous présenter justement le programme de Linda Meyer, le programme de Leadership Team Building. Et j'ai le plaisir de m'impliquer et d'être un parent volontaire dans le programme depuis le début. Et j'ai le privilège de voir grandir et s'épanouir des jeunes. Ces ateliers que Linda choisit avec soin sont enseignés par des professionnels et des personnes qui ont beaucoup de connaissances dans la matière. Alors, Linda passe beaucoup de temps à choisir les personnes qui vont nous enseigner ces programmes-là. Allez-y. And this concludes the... Way to go. Comme par exemple des cours de premiers soins qui sont enseignés par les ambulanciers de Prescott Russell. Les cours que les ambulanciers donnent à nos jeunes, c'est pour évidemment être capable d'arriver à sauver des vies en cas de besoin. Et ce qui se passe avec le programme, c'est que les plus vieux, maintenant, quand les ambulanciers viennent, c'est les ados qui enseignent aux plus jeunes comment faire les premiers soins. Alors, le programme de leadership, c'est justement de donner les opportunités, les outils aux jeunes pour être capables non seulement d'apprendre quelque chose, mais de l'enseigner aussi pour vraiment l'assimiler. Apprendre à respecter la nature et l'histoire des Amérindiens. À Kanataki, dans les Laurentides, ils nous ont accueillis pour une fin de semaine. Ils nous ont enseigné la connexion entre l'humain, les animaux, la terre, à travers les sens, en dormant dans des tipis et apprendre le rituel des chiens-loups et pêcher la truite à main nue. Les enfants, quand ils ont entendu le rituel des chiens-loups le soir, ça les a fait comprendre comment apprécier la vie et apprécier les choses qu'ils nous ont données. Parce que les chiens, quand ils se regroupent le soir, ils remercient. C'est une gratitude qu'ils ont eue pour la journée. Alors, les jeunes ont appris cette communication-là avec les chiens-loups. Et évidemment, attraper des truites à minuit, c'est pas évident. C'est un challenge en soi. Et j'ai personnellement accompagné une des adolescentes qui ne voulait pas au début le faire parce qu'elle avait peur de l'échec. Mais à force de lui parler et de lui faire comprendre comme quoi que c'est une expérience, après qu'elle a attrapé sa truite et qu'elle l'a fait cuire sur le petit feu, les yeux, l'épanouissement dans ce jeune ado-là était assez impressionnant parce que ça lui redonnait la confiance en elle. Donc, la peur qu'elle avait de ne pas attraper un poisson puis que les autres l'attrapent, bien, quand elle l'a attrapé, puis qu'elle l'a fait cuire, puis qu'elle l'a mangé, elle a dit, Aurel, elle a dit, c'est le meilleur poisson que j'ai jamais mangé. Construire des coincés et survivre au froid et faire des battues de sauvetage après une avalanche. Escalader un mur de glace. Les ados apprennent à utiliser ce qu'ils ont autour d'eux autres en cas d'urgence pour être capables de survivre. Apprendre à faire du vélo
avec un des enseignants, des instructeurs très compétents pour que la sécurité soit une priorité parce qu'on a de plus en plus de personnes qui se promènent à vélo. Et leur apprendre en bas âge comment utiliser un vélo comme il faut. Puis je vous dis, utiliser ça dans une piste de la Forêt-la-Rose, c'est pas toujours évident. Donc, avoir un instructeur qualifié était primordial à ce moment-là. Apprendre à faire du tir à l'arc avec Mme Kathleen Miller. Elle est une coach au niveau international, national et provincial. Et cet atelier-là, qui a duré 6 semaines, était de comprendre la philosophie derrière le tir à l'arc et d'apprendre à contrôler ta respiration et à contrôler ta psychologie pour être capable d'atteindre un but très précis. À parler devant le public avec Toastmaster. Alors, M. Rick Challenger est venu nous enseigner pendant quelques sessions et montrer aux jeunes que quoi c'est pas la fin du monde de parler devant le public et puis que tu peux passer ton point et arriver à tes buts en faisant une présentation. Avoir Mademoiselle Caroline Bisson, athlète de biathlon paralympique, qui est venue parler aux jeunes de persévérance et comment focusser sur un but précis. Et ce soir-là, les jeunes avaient des yeux comme des toonies. Tout ce que Mme Bisson disait, ces jeunes-là l'assimilaient parce que c'est un exemple à suivre. Un exemple de persévérance. Ce soir-là, c'était une soirée très, très intéressante. Avoir la certification de plongée. Donc, avoir une expérience que peu ont l'opportunité de vivre. Être entouré d'eau et faire confiance à un équipement et à un partenaire de plongée. Et à contrôler leur peur, leur stress d'être sous l'eau. Dans une piscine de 10 pieds, c'est pas pire, mais quand tu es à 60 pieds, apprendre à contrôler tes émotions, ton stress, ta respiration, parce que si tu respires trop vite, ton tank se vide. Ces jeunes-là ont appris beaucoup et ont eu une expérience formidable de plongée. Le programme de Duke of Edinburgh, Linda a incorporé ce programme-là dans le programme de leadership. C'est un programme qui est reconnu internationalement, qui démontre que l'adolescent a accompli des échelons requis de bénévolat, acquis des nouvelles aptitudes dans des domaines comme le sport, la musique, travailler le bois, du travail manuel. Et après que tu as ton diplôme, ta reconnaissance de Duke of Edinburgh, c'est quelque chose comme quoi que les jeunes sont fiers d'avoir accompli plusieurs échelons. Passer 3, 5 ou 21 jours sur un grand voilier. Cette activité-là, le grand voilier, ça résume un peu tout ce que le programme de leadership a. Parce que sur le voilier, tu as besoin d'avoir de la communication, du travail d'équipe, tu as besoin d'avoir un leader. Et tout a besoin d'être coordonné et de travailler ensemble. Donc, travailler sur le grand voilier avec le programme de leadership, c'est un bel ajout. Et tout ce que ces jeunes-là apprennent, des nouvelles attitudes, avec la communication et travailler ensemble pour que le bateau de la vie les amène à bon port. Protocole et étiquette avec Mme Nancy Conseil, qui est une personne ressource qui descend de Montréal pour nous enseigner le protocole. Elle enseigne aux jeunes comment donner une bonne poignée de main, comment parler aux gens dans les yeux, comment faire en sorte qu'ils soient polis, dire un merci,
Aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à l'oublier, ça, mais un merci nous amène loin. Nancy aussi enseigne le protocole et l'étiquette de comment se comporter à la table, le cellulaire, quand l'utiliser et quand pas l'utiliser. Alors, ça fait d'eux autres des personnes respectueuses et acceptées envers la société. Donnez-vous des cours aux adultes, ça? On peut s'organiser avec ça. Des mères, un huis clos. Alors, ces jeunes-là apprennent beaucoup à point de vue respect avec Mme Conseil. Alors, toutes ces expériences vont rester dans leur tête. Ils vont faire d'eux des meilleures personnes. Au retour de la fin de semaine des Quincy et du Glacier, mon fils de 13 ans m'a partagé, « Dad, il dit, j'avais peur, ces glaciers, là. Mais il dit, j'ai décidé de continuer puis de me rendre jusqu'au bout. Parce qu'il dit, je veux pas que la peur me contrôle, mais que ce soit moi qui contrôle mes peurs. » J'aurais pu essayer de lui montrer ça. Mais en ayant des programmes comme ça facilite la tâche. La communication que j'ai avec mon fils depuis qu'il suit des programmes comme ça est incroyable. Il me communique des choses juste parce qu'il est plus sûr de lui, il a confiance en lui, il sait que je vais le respecter. Et puis, ça fait de lui une bien meilleure personne. Donc, il et elle, avec ce programme, vont avoir le respect des autres, une intégrité et des valeurs avec une assurance de soi. Ces jeunes adolescents sont les adultes de demain, qui seront préparés à prendre et assumer des décisions importantes de notre communauté. Et vous pouvez faire une différence en veillant à la continuité de ce formidable programme, que Linda se dévoue afin de trouver des personnes ressources pour transmettre les connaissances adéquates à nos jeunes d'aujourd'hui, qui seront nos adultes demain. Pour toutes ces raisons, nous avons besoin de fonds pour continuer à faire fonctionner le programme. Je vous remercie de votre bienveillance. Combien d'enfants vous concentrera dans un an? Comme c'est là, le programme a des jeunes que ça fait déjà 5 ans qui sont là. Le programme comprend 15. Présentement, nous avons 20 jeunes et parmi ces 20 jeunes-là, nous avons 6 ados. Et puis là, on se concentre maintenant pour que nos ados deviennent des facilitateurs et puis des mentors. On a commencé maintenant en septembre notre première activité. Et puis avec le mur d'escalade, c'est là que les animatrices, c'est-à-dire leur ont montré comment devenir des facilitateurs, c'est-à-dire comment parler aux jeunes, comment les rassurer, comment faire le belay, et puis comment mettre de l'équipement. Alors, c'était vraiment un succès pour ces ados-là. Ils ont vraiment bien fait. Et là, maintenant, c'est cette continuité-là qu'on veut faire avec, spécialement les ados. Je me concentre plutôt avec les ados cette année, qui vont pratiquer avec les plus jeunes. Peut-être la meilleure chose, c'est d'envoyer une lettre demandant pour de l'aide, parce que le budget s'en vient, peut-être qu'on chaque conseil, on peut prendre cette lettre-là, oui. Alors, on va regarder le budget qui s'en vient, peut-être qu'il y a des budgets d'office, mais je vous recommanderais d'aller me voir les coureurs des bois. C'est des gens qui font des belles levées de fonds. Et puis, je sais que cette année, ça a été encore un succès. Je me rappelle, au festival, ils ont donné des beaux montants d'argent pour toutes sortes de bonnes causes, puis votre cause entre dans ça. Après ça, il y a les optimistes qui sont pour les enfants. Et puis, ça serait une autre belle place. Tournoi de golf, oui, mais c'est pour ça que j'ai dit, on a une lettre, là. C'est pour les enfants. Le tournoi de golf, c'est pour les enfants. C'est pas parce que j'aime le golf. Ça, c'est tout le monde sait ça. On va commencer à outrage. C'est le dernier sport que je prendrais moi-même, là, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a aussi le comité de loisirs. Comité de loisirs, oui. Monsieur Zat. Juste une petite question, c'est juste pour les enfants francophones. Est-ce que c'est offert pour les enfants anglophones? Nous avons aussi des anglophones avec nous. OK. Alors, puis c'est la région, nous avons Castleman, Plantagenet, nous avons même
un plan d'ingénieur, Alfred, Bourget, Castleman, OK. Rockland. OK. Alors, C'est vraiment Prescott Russell, hein? Puis, Ouais, vous savez, je peux tout bien apporter votre lettre au comté. J'allais Il y dire a ça. se fait. Castleman, ben, allez voir le maire Lafleur, lui, il déborde d'argent. Merci beaucoup. OK, merci Merci beaucoup. beaucoup. Votre temps. Merci à vous. Merci. Item 4.2, présentation du Transportation Master Plan. Monsieur Campo, je pense que c'est votre département, ça? C'est notre département, oui. Bonjour, Monsieur le maire, c'est les membres du conseil. Ce soir, on aimerait ça vous présenter le produit final de notre étude de maître de transport avec une composante de Active Transportation Plan qui se trouve avec les pistes cyclables, les sentiers pédestres, toutes les multi-use paths, tout ça. C'est un projet en capital qui était au budget 2018 de l'année passée, mais qui s'est étendu jusqu'en 2019. On l'a complété au début de l'année 2019. Donc, ce soir, on fait la présentation du produit final. Si jamais il y a des commentaires, on est encore ouvert à des commentaires, des petites corrections, des petites choses, mais je vous présente Brandon Org de Stantec, qui faisait partie de l'équipe qui a conduit l'étude. Donc, c'est ça. Peut-être juste les grandes lignes. Certains de vous qui ont participé, on a eu 2 réunions publiques en février 2019. En octobre 2018, on a fait un survey, un sondage en ligne pour la population qui était un vraiment grand succès qu'on a compilé, je crois, c'est 700 ou 800. On a touché 700 ou 800 personnes qui ont rempli le sondage pour savoir qu'est-ce que les gens voulaient dans la transportation routière, pédestre, cycliste, tout ça. Par la suite, après qu'on avait un ébauche, on a rencontré les directeurs, on a rencontré la population des développeurs aussi. Il y a plusieurs développeurs, constructeurs qui sont venus assister à notre présentation qu'on a faite à eux aussi là. Suite à ça, on a compilé les commentaires, les idées d'un petit peu tout le monde. Puis là, on est rendu avec notre produit final en ce moment-là. Donc, on vous le présente. Après la réunion de ce soir, il va y avoir une dernière période d'avis public, une période de 30 jours pour que les gens, s'ils veulent consulter le document ou commenter sur le document avant qu'on le dépose au ministère de l'Environnement. Donc, une fois qu'il va être déposé au ministère de l'Environnement, il faut quand même réaliser le document comme tel va faciliter plusieurs projets qui sont présentés dans le document pour soit éliminer des étapes dans les projets futurs ou accélérer des étapes pour des gros projets à venir, des projets routiers, des projets de pistes cyclables. Donc, en gros, c'était ça le mandat de l'étude. Donc, je vais passer la parole à Brandon. La présentation va être en anglais. Brandon comprend, parle un petit peu le français, donc sentez-vous à l'aise, français, anglais. Anglais, il m'a dit qu'il était correct avec ça. C'est beau. Good evening. Good evening. What's going on, IT? Did you break another screen or? Hashtag IT. On l'a en PDF. Ben, on l'a déjà lu. Si on a des questions. Peut-être. Oui, les fameux environmental assessments qu'on fait des fois pour des plus gros projets routiers, là, certains des plus petits projets qu'on va faire, ils vont complètement bypasser l'environmental assessment, ou les plus gros, comme le fameux East-West bypass qu'on parle au sud de Rockland, là, il y a des étapes qui vont être éliminées, donc ça peut accélérer certaines étapes dans les plus gros projets. Si ça ne marche pas, télévision, on va donner ça chez nous un soir. J'avais dit qu'on avait ramené Luc. Michel, veux-tu que j'appelle Luc? Non, je connais. Donnez-moi 2 minutes, après ça va bien. Juste un autre email de bain qui va peut-être partir. Là.
He's a new guy, eh? You gotta give him a little help. I have no question. Well, I heard that Negative vibe Protective being Services was stealing The the wire roads. cut, there's a lot of what ifs, ands, and buts. Show me your scissors. Thank you, Mr. Wilson. Check the table. You're welcome, Mr. Mayor. There's no. Happy we could help. I didn't give him any choice. Can you help Flash? Yeah, absolutely. If you need some IT help over there, just let us know for our department. It's pick on Mike night. I like these nights. We're not stressing him at all. I think maybe we should all go for a walk around the building. We could do a fire EMS station. Well, how about we go to the other, the petition correspondence? Yeah, just divide me a minute or two. Okay. Ah. Hey, don't move. Oh my God. Yeah. He's not hearing it though, but that's okay. C'était très bon, ça, Mario. C'était très bon. I was a little late on the draw, but you know, it's fine. Better late than never. Thank you, Sir Mike. Okay. We're gonna call him the Coos. So just to introduce myself again, I'm Brennan Orr. I work with Stantec, and just kind of a little shout out to the previous presentation. I actually received a Duke of Edinburgh award when I was younger, and look where I ended up doing impactful work for Clarence Rockland. So Did you get the ring? yes, I don't wear it though. So I just want to say it was a privilege for myself and my team to work on this, on such a impactful document for the city of Clarence Rockland. I'm excited to present it to you. So it looks like a lot of stuff. I'll speed through it and hopefully keep you all engaged. Essentially, I'm just going to talk about, what the process is with this study, as well as kind of the key findings and summary, and then at the end of the day, how much it's going to cost, which is, Let me I'm skip sure, to a that big slide. component of it. So this study conforms with the municipal class environmental assessment, which is set by the province. And so essentially what this process does is, at a high level, looks at what your needs and constraints and opportunities are at a municipal-wide level in terms of transportation. And so, as Richard had mentioned before, what this allows you to do is identify key improvements that need to be implemented over the long term, and it also eliminates some steps that you need to do in terms of actually getting them out to tender and actually getting them built. So for instance, minor improvements like an intersection improvement or bicycle lanes, this study is enough to satisfy the Ministry of Environment's requirements to actually implement those. So when this study is accepted by council and accepted by the Ministry of Environment, you can go and build them as soon as you get the money to build it. So throughout this study, as Richard mentioned, we had quite a few engagement opportunities. So the online engagement survey, so this was a survey we put out there that let the public let us know kind of key areas of concern around town, as well as areas that they thought were successful. So, like for instance, Caron Street was an area that we heard from residents was something successful in the town, that they liked the new multi-use path and the improvements that have been placed there. And then certain other areas such as County Road 17, which is no surprise to all of you, I'm sure, was an area that everybody had identified as a key constraint on the network. Overall, we had almost 900 responses for the online survey, and then we had some key stakeholder meetings with developers and departments at the city, as well as 2 public information centers, public open houses. So the main objective with this study is nowadays transportation, the lines between being a driver, being a cyclist, being a pedestrian and transit user are becoming more blurred. So now
you might be someone who drives a portion of your trip to a park and ride and then gets on the CRT to go to Ottawa. So what we're seeing is that our networks are a lot more multimodal. So what we were trying to do with this study is to have all the different modes of transportation be integrated into one comprehensive document that considers it in a holistic manner. And throughout the development of this study, we looked at what Council's strategy was, what the strategic pillars were in terms of sense of community, health and wellness, financial stability, and environmental responsibility. And through that review and through consultation with the community and development of this plan, we came up with 6 main objectives of this transportation master plan. And they were provide infrastructure for growth, ensuring that, you know, all this new growth that you're going to have in South Rockland and other areas of Clarence Rockland can be accommodated. Prioritize and encourage active transportation. So that means, you know, providing that as an option so that not every trip in the city has to be contingent on owning a car. Prioritize and encourage transit. So as I alluded to before, County Road 17 was identified as a constraint, and maybe there's some opportunities to shift people onto transit and improve operations on the corridor in that manner. Objective 4, improve safety for all road users. So whether you're a driver, pedestrian, or cyclist, I think we can all get behind the idea that when you leave wherever you're going, you want to get to your end destination in a safe manner. Objective 5, enhance multimodal connections. So make sure that, you know, if you do want to choose a portion of your trip on one mode of transportation, you can make those linkages to, you know, a car or cycling or to transit. And then the last objective was to leverage technology and data for the future. So, you know, we live in times where tomorrow has never been more nebulous. We don't know exactly how tomorrow is going to be in mobility with autonomous vehicles, but these are things that we can be proactive at a municipal level to address in the future. So the current conditions. So Clarence Rockland produces more trips leave Clarence Rockland in the morning than come into Clarence Rockland. That's because there's a strong pull from, you know, the major employment center, which is the city of Ottawa and Gatineau. So about 60% of trips that leave Clarence Rockland or that occur from Clarence Rockland in the morning are actually going west to go to the city of Ottawa. And about a quarter of all trips remain in the city. So what this shows is that there's 2 main areas that we're looking at here. Is we're looking at people who need to go outside of the city and move to other places, but there's also a big contingent of residents that need to get to and from all the different hamlets and settlement areas within Clarence Rockland. And on top of that, I guess the external demand is also compounded by the fact that getting to Ottawa in the morning can take up to an hour from Clarence Rockland. And these are things that we heard from the public engagement, were things that residents were concerned about. Is, you know, today their trip takes a certain amount of time to get to Ottawa, but they're wondering how is that going to impact in the future, especially if, you know, County Road 17 isn't widened, for instance. To distill it all, I guess about 1,000 trips operate on County Road 17 in the morning, and that's not something atypical for that type of roadway, but typically in transportation planning, a roadway like that, you typically start looking at potentially widening it when it gets around the 1,000 vehicles per hour mark or around 1,200 vehicles per hour, and that's something that we've shown in our future forecast I'll go over. So as no surprise to everybody, there's going to be kind of an imbalance in terms of population and employment growth. And so while Clarence Rockland is certainly going to benefit from the growth in Ottawa in terms of being, you know, a great place to live, and that's why a lot of people live here, and it's got great amenities, it also points to you're still going to have that pool of people going outside of Clarence Rockland for work and then coming back to live in Clarence Rockland, almost kind of a bedroom community scenario. And it's going to keep going into the future. And then the bulk of that growth is going to occur in Rockland and Clarence Point. And but I think one of the other points is that most of that future population, according to the plans in Clarence Rockland, are going to be directed towards mixed-use developments, so developments that include residential and some other land use, which are typically more amenable to new modes of mobility such as cycling and transit.
So in terms of what's still, so this is a really complicated graph, but essentially what it's saying is just there's going to be a growth in trips leaving Clarence Rockland in terms of, so today we have about 60% of trips going to Ottawa. Proportionately in the future, we're going to see that grow to about 68, close to 70%. But what's important here is that internal trips are still going to grow. They're still going to comprise nearly a quarter of all trips. So that reinforces the idea that this plan, we can't just focus on improvements for getting people out of Clarence Rockland. We have to make sure that we're focusing on improvements to get people to and from all the different areas in Clarence Rockland. So this is kind of how that split's going to look in the future between today and then tomorrow. So what we heard when we asked residents, what influences how you travel in Clarence Rockland or beyond? And most people said that the most important factor was travel time, making sure they can get from point A to point B quickly. The second was cost, making sure they can get there and not spend an arm and a leg. And the third was reliability. So they want to make sure that when they select a way to get somewhere, that it's going to be reliable, that it's not 20 minutes today, then 60 minutes tomorrow, and then 30 minutes the day after. They want to make sure that it's fairly reliable in that sense. When we asked residents what areas of concern they found on the transportation network today, they found congestion to be the #1 concern, followed behind by certain areas that were dangerous. So areas that were identified as dangerous were around County Road 17, around the major arterials. There was a sense that for pedestrians and cyclists, there was limited opportunities to safely cross the street in those areas. And then conversely, areas that they found really excelled at that were on Laurier Street and Caron Street and other smaller streets where there are currently pedestrian crosswalks within the city. So since we were developing an active transportation plan, we thought it was important to figure out, those might be the overarching trends for how you move, but what do cyclists want? What are they looking for? And I think the interesting thing here is that cyclists, yes, they still want to get from point A to point B quickly, but but what we found is that they place a higher importance on safety, making sure that when they're riding, they have facilities that they feel safe operating on, riding on, and that they can feel a certain degree of confidence that they have some control over the safety they have while they're riding on the roadway. In total, what we found is that 55% of, so we asked respondents to kind of split how much of this TMP they want focused on each mode of transportation. What we found is respondents found that they wanted 55% of the TMP to be focused on automobile improvements, and then 25% on transit improvements, and then about 20% on active transportation. And in terms of the priorities by age, what we see is that young professionals tend to have more of a focus on automobile, and that's likely because of the long distances required to get to the bulk of the jobs, which are in Ottawa. So it just kind of plays out like that, where it looks like younger professionals need to get, and they just happen to need to drive to their job, and so that's why automobile improvements are typically improved in that type of scenario. And when we align how this is going to look in terms of the population pyramid, what we see is that Clarence Rockland is going to have an aging population, and so while those young professionals today might have a preference for automobiles, what we see is that as they get older, there's a preference for potentially other means of transportation like transit or active transportation, whereas when you get older, you may not be able to drive. So in terms of the recommendations, we recommended 15 main roadway improvements. They were primarily in Rockland, and this is because when we forecasted vehicular operations and travel demand, is that we found most of the constraints are going to be centered in Rockland, and part of that is because of the unique way that Rockland's roads are laid out due to the natural topography, and so that's going to put a lot of pressure on Poupar Road to connect to County Road 17, and it's also going to lead to the need to potentially have that east-west bypass to eliminate some of the stress on Laurier Street and some other east-west streets within the downtown core.
In terms of active transportation, what we looked at really to develop a network of active transportation facilities is we looked at population density. The rationale is that where more people live, they're more likely to use it, where there's major destinations. As you all know, Rockland and Clarence Rockland in general tends to have hills, so we want to make sure that the routes we're proposing are easy for everybody to use. As well, we want to make sure that we have a network, not a disconnected set of routes. So in essence, what we're proposing is to add about 70 kilometers of pedestrian routes. A lot of that is multi-use paths that can be used for cyclists as well. And that's split between Rockland as well as Bourget and the other settlement areas. I'm just going to speed through this a little bit. In terms of cycling, we're proposing to have about 151 kilometers of cycling paths. Now, I will preface that as a caveat that the bulk of that, in terms of the 79 kilometers, which are paved shoulders, are primarily going to be on county roads, and that's part of their commuter plan. So don't be too alarmed by the amount of kilometers here. Some of it's going to be on the backs of Prescott and Russell. Overall, the overarching thing here is that this plan will bring cycling facilities within 100 meters of approximately 80% of the city in terms of the population. This is kind of how it looks like. So the main focus is more urban cycling facilities in Rockland, multi-use paths that can double as pedestrian facilities in Bourget, and then we have those rural connectors on the rural roadways, the county roads, paved shoulders for more long distance active transportation trips. In terms of transit, well, transit wasn't a specific scope of this transportation master plan. We looked at it just because there was an overwhelming demand from the public about it. And I guess the main thing here is just, as we identified with the main travel trends, is that there's a great demand for transit connections to go east-west to Ottawa to connect with the LRT, but we can't forget the need for internal transit connections. So right now, CRT operates in a peak fashion, kind of going out of the city in the morning, coming in the afternoon, but there's still demand for people in Bourget to access goods and services in Rockland as well throughout the day. But this is a service going to be offered by county right now. They've had a grant for. Oh, okay. Okay, there you go. So on the positive track. So the plan, the infrastructure improvements are supported by policies and strategies. So for instance, it's good to say we want a cycling lane on this street, but when development comes in, it's much easier to leverage development to build those facilities if you have updated municipal standards that say, hey, we have an arterial road, your development's on an arterial road, this is what we need. We need an active transportation route on it. And so that's one way you can leverage the development community to help build this infrastructure progressively over time. And that's also supported by other policies like transportation demand management. So when a development gets built in town, and it's right by an active transportation facility, for instance, there's measures that you can do as a municipality to encourage developments to implement on-site features so that it encourages people who live or work at those sites to use active transportation. So one example is that in my office where I work, we have showers for cyclists, and that's because no one wants to work with me when I'm really sweaty. But if I bike into work and I can shower, then that encourages me to bike because then I don't have to deal with some of the inconveniences of cycling, which is being stinky. And on top of that, we also touched on traffic calming. So as we have this great active transportation network, you're going to have invariably more cyclists on the road and more conflicts between drivers, pedestrians, and cyclists. And so we have to keep in mind, we recommended a framework for how to address potentially roadway safety issues that rise over time in terms of it could potentially be speeding, it could be potentially residents who bring up a request for they want a stop sign or a pedestrian crossing. We've recommended a framework for addressing those types of questions that may arise.
And then on top of that, we also identified certain recommendations for downtown parking management. So with the advent of the streetscape plan downtown in Rockland, there's going to be hopefully a desire for more people to visit the downtown. And so these are things that we recommend that the municipality take a look at in terms of parking in the downtown to ensure that there's adequate ability for people to come, visit, and also partake in downtown activities. So how it all comes together, so we've got the vision and objectives, we've got the infrastructure pieces, we've got the policies and strategies, and that all blends into this comprehensive master plan that brings it all together. So in terms of the cost, so it's not cheap. It's $63 million. I will preface that with, this is a visionary document, so it's flexible, it's malleable to the needs of the community. So just because you see $63 million today, things are going to change in the future. You know, you have the benefit of being beside Ottawa. There may be a huge spurt of growth in which you can get a bunch of development charge money to build a lot of this stuff, right? On the other flip side. million? What do you got for one? Potentially. Just throwing that out there. Pardon me? I said, what do you have for 1 million? Yeah. I mean, that's fair. Oh, is it That's, I'm just bugging. I think I'm just- those are fair. I Those know, are it's a fair visionary. points. Yeah, I understand. those are fair points. It's a blueprint, but they're meant to be altered to the local context. The main thing here is what we're trying to say here is 54.3 million of this work, we say it's going to be really contingent on development charges, so that's contingent on growth occurring, so that growth is going to spur the need for these improvements. And a lot of the big ticket items here are actually the roadway improvements, like Poupar Road, which is necessary for accommodating growth in South Rockland. And kind of back to that online engagement survey where we showed that people wanted 55% of the TMP to be focused on automobile improvements. We had a pretty good split of it. We see about 56% of the improvements we recommend are roadway improvements, and about 44% are active transportation improvements. So it lines up fairly well with what we heard from the public. All right. Questions? Maybe just a comment, pointing to slide 16, 19, and 20. Yep. It seems that people are not ready to leave their car at home and take the public transit. So, and as we know, we had difficulty in increasing the number of people who would travel by bus. So this is, I think that the more pressing priority would be to fix the roads. Because we're not there yet. I think we're not, because people want to get to work quickly, Yeah. and whether they go by car, whether they go by bus, it takes almost the same time. So if they had the choice, they would still go with the comfort of going by car and having more flexibility on time, you know, taking other roads and trying to avoid the traffic. Yeah, So- and that's an excellent point. I think we're not naive. We don't think everybody's going to become a cyclist overnight. I don't Yeah. even think I don't even think we're going to see 12% maybe in the next 10 to 15 years. I think the main thing here is providing those options. So for instance, one that comes to mind is you have County Road 17, which is really congested. Where are most of those people going? They're going to Ottawa. Now, maybe improving transit could shift some of those people onto transit, maybe open up a little more road space for the people who need to drive on County Road 17, and the transit just doesn't take them to their end destination. So it's kind of, there's synergies to be had between the different modes that help ultimately make it better for motorists and everybody alike by working together and treating it as one comprehensive, holistic system rather than drivers versus cyclists versus transit riders. Monsieur le maire, Monsieur Lalonde, une question. Your slide on future conditions, Yeah. where you state that, well, basically 70% of the 10-year growth is going to happen in apartments and mixed dwellings. Yep. Okay. I understand that, you know, that's going to be a trend. It's already a trend right now because houses are so expensive and getting mortgage is more difficult and sometimes out of price range for most folks. The issue I see though is, one, I look at how we're expanding in Rockland. I look at Morris Village, I look at Brigil, the Sandcourt development eventually. That's not nowhere near the ratio
that these developers are proposing, they're pretty much the opposite. It's closer to 50%, if not more, in just in single semis and rows. So, for one, you know, our developers currently are not doing that percentage, I don't think. Yep. And but they're still selling. So I'm guessing if they're selling, it's because they see the need that's currently there. And the second thing is, if that ever changes to meet what you're saying in your report, then we're going to have a slew of changes in our hands from developers saying, hey, I need to change the way that I build my project because I can't sell. I have a demand for apartments and mixed dwellings, but I don't have that in my plan. Yeah. So that's going to be a huge change for the city, I think. And so I just wanted to point it out there. That's a great point. That's something that every municipality in Ontario struggles with. It's, you know, the economics. Obviously, there's development that's occurring because there's some economic, you know, pieces that come together for that form of development to be viable, right? I think the main thing here is that there's certain tools that you can do as a municipality to say, hey, this is the type of municipality we want to have. How can we encourage certain types of development? So one example would be if you have a development going right beside a cycling lane, the developer may come in and be like, no, we want to build something low density. But then you could go back to them potentially and be like, hey, if you build something a little higher density, we can give you a cut on your parking rates. Maybe you don't have to put as much parking, so that it makes it a little more economically viable. They can get more units on that plot of land without having to spend the extra cost for underground parking. There's different tools like that could be leveraged from a land use perspective that makes it go lock and lock with transportation. And to fall. Legal? Yeah. It's contingent on the zoning bylaws. So typically I do traffic impact studies for parking justifications for reduced parking. That often requires the consultant and the developer to work with the municipality to justify why lower parking. Because one of the projects that we're doing is the Laurier revitalization for the next couple of years. And you've driven on Laurier and there's a lot of empty spots and stuff. So that's one thing we could do is encourage, you know, exactly what you're proposing here, apartments and mixed dwellings, so that you fill up those spaces and densify your core and actually encourage your smaller businesses that are currently on Laurier to fill in those gaps. So all of our master studies are based on the growth projections that the city supplied, based on our official plan. So in our official plan, there is some growth or some development ratios. And so what Rena's team has done, which all of our other master services studies have done, is taken that and has proposed or has given at a network level some a roadmap to put in place. But it's the growth that is used or is discussed in this master transportation study is not something that they've come up with. It's based on what the city provided them with. Same thing, our DC study is also based on the same growth projections, which is why the projects that are in the transportation master plan is also found in the DCs, because they are based on the same growth projections and the same types of development. So they're consistent that way. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. 5.1, décision de Kevin Moore et Denis Bissonnette concernant la fourniture d'eau. Je propose que ça soit déposé en filière si jamais on a une occasion de subvention pour faire un point de travail. Ah, il est là? Ah, je pensais pas qu'il était là. Good evening, sir. Good evening, Mr. Mayor and councilors. Thank you very much for this invitation to come in this evening. And I don't know if I'm going to ask questions or if you guys are going to ask questions. Sir, give the details where you want this line and all this, and some of the reasons, then we'll throw the questions at you or the comments. I'm sure everybody is familiar with Bouvier Road from Levine to Russell Road. A short stretch of farmer's field, the crossing at the railway tracks, and then 33 residents from that in that 1 kilometer area
going up towards Russell Road. 1.85. 1.85 from Bouvier to Lavigne. That's all, and there's 1 kilometer of the main where the 33 people are. Now, we did receive 29 of the 33 people that we visited, and that's all the residents in that area. One was no, just because she said she has good water, and we're happy with that. 3, there was no contact. People were away, and we didn't get a chance during the survey to get in to see them. The rest of the people, Dennis, myself, all visited them. We stated our situation, and they all agreed with us that we should look into seeing about getting municipal water supply down there. Their biggest thing was, well, they just supplied all the farms on Russell Road from Bourget to Chinny. We supplied those lines, but that was to boost the pressure. Yeah, that's correct. That was the main reason. And that's what I told them. I said that was a loop system. I'm a retired fire chief, so I understand the requirements for water supplies in those areas, and that makes a loop system for you really good. But people are saying, why did they put them out there for 8 farmers when us 31 people can't get water supply? And water, I'm with the understanding, the water supply does come up Bouvier and turns on Lavigne. Yeah. And then goes towards Bourget. Yeah, Marcel, right. So what we're asking is there any possibility in the future, or can we look at possibly putting... Right now, if we weren't, we'd have to give you a bill. We would pay 1/3, Mr. Leonard, if I'm incorrect, let me know. But the bill you would get would be, I think we estimate around $40,000 per house. Yeah, well, one possibility would be a local improvement. Local improvement. And then through that you'd have. But you would still, even with that local, the municipality would pay 1/3, and you'd have to pay the other 2/3. The best way to do it would be to wait and see if we get grants given out, because there is grants that come out every so often. We keep an eye open for that. Then if we do get a grant, then we could look into your situation. Okay. But right now, with the provincial government, there is no grants being given. There's nothing, but it's starting to trickle out. Maybe after the election. Is there anything that we, the 33 people here, can do to expedite that? Like, do we go to, is there an avenue we could use? Do we go to our member of parliament? Do we go to the conservation people, or who do we go to talk to about helping you get your grant? Right now, this the government has to come out with programs, with grants, and they have nothing right now for water mains and all this. Yeah. So we'd have to wait and see if one of those programs comes out, and that if we qualified for it, and that way we would get you a lot of help that way. Yeah. Well, what I'm saying is, in the interim, what can we do? My good neighbor Dennis is without water. His well has since gone dry due to the drought this year. He had the same problem last year, and we have to haul water in for him. Surface wells? Yes, just about, I would say 80% of these homes are surface water. Yeah. And you know as well as I do, surface water from day to day can change. Yeah. So one day it can be good. We know that. Right. I can assure you, any well you have that's a surface well Is- can change from one day to the next. I think also like the fact that the water goes on Russell, it goes on Bouvier from Chemin all the way to Rockland. And there's only that stretch. And like you said, there's about yes, it's 1.85, but there's an area from Lavigne to the first house is about half a kilometer. Half a kilometer. Yeah, right. so it's really 1 kilometer. So. But it's still, right now, it would cost these people at least $30,000 to $40,000 But per house. I remember that we did bring the water to the other end of on Champlain, to the other end from Lefebvre all the way to the end of the village. And we thought that it would be really, really expensive, but they found a way where many that cuts. was a very short distance there. Yeah, but that's almost, No. Well, that was about half a kilometer, yeah, about half of it. But still, you know, like per kilometer, maybe it would be. Monsieur Leonard? Just, Mr. Mayor, those are a bit different in the sense that just because we bring the water to the urban boundary, which was what it was supposed to be originally when we got the stimulus program.
However, we had made a mistake in terms of what the urban boundary was. So the water was extended on Champlain. The water was extended about 250 meters or so, and it was drilled. Like mentioned, I think that the best avenue is possibly the local improvement. I don't know that the province or the federal government would be funding something like this. They normally focus more on health and safety and big scale projects. I don't know if there'd be a funding stream for something of this size. Thing is, every winter, every January, we have meetings in Toronto. We can make. Do you want me to go? No. But we do meet with ministers. We can bring the subject up to see if we can get money from one of the departments and push the fact that it's for safety and the health of the residents. If we don't have water, our homes are worth nothing. And if our homes are worth nothing, you don't get the taxes. So, we're asking, this is the only way we can do. The other thing that a lot of people were concerned about is we did advertise, I believe, in the Clarence Rockland that there's a possibility that we are going to be, the Clarence Rockland is going to be supplying water to Limon. Yes. Okay, up through La Rose Forest. Yes. You know, the distance of kilometers. Yes, but that's being paid by voters. That's being paid by us. Well, ask them if we can borrow some. It's only going to be a I will kilometer. warn you now, if this project is not a done deal yet. Right. But if it does go ahead, any resident that is on that line will be able to get municipal water. Sure, exactly. It'll be going down Indian Creek, and then into the forest. Yeah. So there's going to be 7 people who are going to take advantage of that one. Yeah, So- but they're paying the tap, and I can tell you the tap is pretty high. Oh, no doubt. Yeah, and then there'll be a price on the water they consume too. It's just that these 33 people here are not, unfortunately, aren't here. Yeah, I'm going to have to go back and tell them that. And go ahead, man. So I believe at this point, the best course of action is to start down the local improvement road. And as our example on Champlain, there may be a solution that might not be as expensive. So I suggest that Mr. Bissonnette meet with myself and Mr. Lenhart. And I was wondering if that thing goes ahead of Limoges, maybe it'd be a good opportunity to connect, because I think we'll be going by there, or they're already gone by. Well, Yes, we are we down Russell need to Road. sit down and have a look at it. So, Yes. So we will look at all possibilities. Thanks, Helen. We will look at all possibilities, to try and help you. I understand where you're at, and if we do find some solution, we will go ahead and let you know. Super. Now, in the interim, is there any possibility of, like, for example, my water went down to 2 feet above the foot valve. Is there any water supply that we can go to in Clarence Rockland where we can get water, where we can draw water? Mr. Leonard? There's not something like that. Only during the floods we had opened up water for affected Could we residents. arrange something for these residents? Like, I mean, We'd have to look into that, Mr. Mayor, see what the impacts of that may be, and so Leave maybe. your name, phone number, and address. We will see what we can arrange. It's all on the letter. Both Dennis and I are all on the letter. Okay. And We'll look into this and see if we can find a solution for you. we'd really appreciate it. Okay. I've seen that sometimes when they do some work in the pipeline to accommodate the houses that are close, they provide a big container beside the house, and then, of municipal water. Could we do something like that for, I think we have 2 cases like that in Rochelle right now. There's one family on Schnuck who has no water right now, and one on the So Could we get something maybe at the fire hall? we'll look We'll into come back it. to it. We'll come back to it. We'll look into it and we'll come back to it. And then can I propose that a resolution that the Department of Infrastructure prepare a report to us to give the citizens at least an idea of what the options are and Well, the they're approximate Let cost? them look into it, and then we can look at that. Okay. Let's get some information. Yeah, but don't they need a resolution or something to
to have the, I think we'll just set up a meeting with the Yeah. gentleman, and then Okay. we'll better understand and have a better discussion about Okay, what it is I that think they need, their some things needs, I will have, and possibilities. okay. Right now, we're hauling water by the 200-gallon container, and we're going to an actual private residence and taking it out of his well on the next road over, I think it is, Dennis. We'll get back to you and Great. we'll try and figure out something. Thank you very much for your time. Thank you. If you want to give any info to Mr. We have it. Oh, you have It's on the it? letter. Yeah. Thanks very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Numéro 8, l'animation n'est pas. Numéro 8, le comté. Pour le comté, bien, vous savez qu'on est en train d'essayer de former un transport en commun entre les villages. Si j'ai demandé aujourd'hui pour des nouveaux stocks, puis ils ont dit qu'ils avaient demandé à Walmart d'arrêter chez eux, puis Walmart a refusé. J'ai trouvé ça intéressant de voir que Walmart voulait pas plus de plus mettre un stock sur le propriété. Il me semble que ça amènerait des chez eux, mais parce que le comté demande une assurance. Walmart a déjà l'assurance, mais c'est que non. J'ai tout à fait envie de savoir ça. Parce qu'il y a des gens de projet qui veulent vendre juste en même au Walmart Shop. Fait qu'on va trouver des solutions, on va travailler là-dessus. Mais là, avec les autobus qui prévoient la montée là, de faire tout le président à l'autre. Ah, c'est ça, c'est ça, cette semaine. 9.1, projet d'intranet et de système de gestion des documents SharePoint. Non, l'environnement. Il n'y en a pas. Tandis que le Conseil a approuvé un budget de 265 000 pour l'implantation du projet d'intranet et système de gestion de documents SharePoint en 2017, et attendu que le Conseil a approuvé un budget de 70 000 pour la conception et la construction d'un nouveau site Web en 2018, et attendu que le projet d'intranet et système de gestion de documents SharePoint et le projet du site Web ont été combinés dans la liste des projets d'immobilisation en cours en 2019 avec un montant totalisant 335 000 $, avec l'intention que le projet du site Web soit complété, à même le projet SharePoint, que le comité plénière recommande que le Conseil autorise que la totalité du montant budgété, soit de 335 000 $, soit utilisée pour l'implantation du projet d'intranet et système de gestion des documents SharePoint, tout en reconnaissant que le personnel recommandera qu'un montant de 75 000 $ soit considéré au budget 2020 pour la conception et l'implantation d'un nouveau site Web. Secondé, Mme Chouanière. Question. M. Simard. Pourquoi le 70 000? Je sais que c'est marqué pour les 3 autres sections qui est intranet, mais why? On n'a pas budgété comme du monde, on n'a pas... Why the 7,000? Je pense que M. Cousineau. Ah, OK. Madame Ouellette va vous sortir d'autres choses, monsieur. Je n'étais pas là. Allez-y, Mme Ouellette. Monsieur le maire, le budget de SharePoint, quand on a mis un montant ensemble, on n'était pas certains du coût total. Et puis, on a changé, on avait été pas pire dans nos estimés, mais on avait changé aussi pour aller SharePoint online au lieu de le mettre sur nos serveurs. Quand le projet a été changé de mandat, si on veut, là, je suis revenue au Conseil, le budget qui avait été proposé était moins que ce qu'on avait budgété. Ça a bien été. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a onboardé, pour le terme anglais, je ne sais pas comment dire en français, là, on a onboardé le groupe pilote qui est finance, a été mis sur le système, puis on était beaucoup plus en détail pour nous aider à trier puis faire le onboarding comme il faut, parce qu'il y a plusieurs étapes à faire. On pourrait le faire nous-mêmes à un coût moindre, mais il y a des chances que ce ne soit pas fait à la fine pointe. Fait que pour le montant qui nous manque pour faire comme le service d'infrastructure, mettons, on va faire deux groupes séparés pour les onboarder, pour que ça soit plus facile et que ça soit mieux fait. La même chose avec le service communautaire, fait qu'on a des onboarding de plus à faire.
Et puis, j'ai recommandé qu'on utilise... Qui n'était pas prévu comme quand on... Ouais, c'est parce que ça coûte à peu près 20 000 de plus par onboarding. Mais il y a beaucoup de travail qui est fait par StoneShare. On fait tout ce qu'on peut à l'interne, mais c'est eux qui peuvent faire le staging tout ça, pour être capable d'arriver à point que ça soit bien. OK, M. Dubon? Oui. M. Bouchard? Fait que ça, c'est SharePoint. Pour ce qui est du site web tel quel, est-ce que tout est encore en marche pour faire avancer ça? Ou parce que je vois aussi, on dit 75 000 de rajouter pour la mise en place? Parce qu'il y a le mot conception 2 fois. Il y avait 70 000 pour la conception et la préparation. Là, on a 75 000 encore pour la conception et la mise en place. Mais la mise en place, c'est la conception. Une fois que tu es prêt, il n'y a pas un frais de 75 000 pour peser Enter qu'on est live. Là. Donc, M. Blanc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans les 2 ans à peu près, là, le site web, on pensait qu'on pouvait le faire à travers SharePoint, puis juste aller rajouter un volet. OK? Puis, on nous a pas recommandé ça du tout. Fait que là, c'est le service communautaire à travers Martin Irwin qui s'occupe du site web comme tel, d'aller faire le RFP et tout ça. Et puis, le département de services communautaires, je pense qu'ils vont demander 75 000 à peu près en 2020 pour être capable ça va être complètement indépendant de SharePoint. Mais le 70 000 qui avait été alloué pour le site web, il est rentré dans SharePoint. Il est rentré dans ça. Il va être juste utilisé pour ça. Pour finir SharePoint. OK. Mais c'est qui a dit qu'on pourrait prendre SharePoint puis faire la page web avec? Ben, on ne savait pas trop, là, mais quand on a initialement regardé à ça, il y avait un gros montant pour le site web, puis c'était pas logique de faire le site web en même temps que de faire la conception puis tout ça de SharePoint puis notre intranet, mais on pensait qu'on pouvait peut-être juste... On a avancé dans les étapes, fait qu'on a vu que c'était pas possible, mais on pensait qu'on pouvait, avec SharePoint, l'intranet, faire un volet Internet, comme site Internet à l'externe aussi, mais c'est pas recommandé. La seule chose que je voulais rapporter au moment du conseil, c'est qu'on a approuvé 70 000 pour un site web, puis là, on va avoir 75 000 au budget encore pour le site web. Mm-hmm. Mais on n'a toujours pas de site web. C'est ça. C'est ça. C'est 5 000 de plus. Je connais. 115 000. Non, on avait 70 au début, mais non, juste pour je le sais, mais ils ont besoin pour terminer SharePoint. SharePoint coûte plus cher à intégrer qu'ils avaient pensé. Il faut terminer SharePoint, on n'a pas le choix, on est mal. Je voulais juste savoir, je connais vraiment pas les sites Internet. Là. Tout le monde a l'air correct avec 75 000. C'est moi qui se trompe ou il me semble que c'est cher. C'est dans la... Et est-ce que ça va inclure un contrat d'entretien pour un certain... Par exemple, s'il y a un changement à faire sur le site web, on veut rajouter un événement, est-ce que c'est nous maintenant qui doit les faire ou on a un contrat d'entretien et de modification d'inclus? Une des choses qu'on veut mettre dans le c'est que quand on va ajouter du contenu, c'est quelque chose d'administratif, ce n'est pas technique comme travail. S'il faut faire des changements techniques comme travail, tout dépend. Est-ce que c'est à cause que le site ne fonctionne pas bien, mais on s'attend naturellement qu'il y ait du support sur ce côté-là. Pour combien si c'est d'années? qu'on peut faire des changements plus tard, là, on va faire regarder des avenues différentes. Alors, une fois que le site web il est fait, c'est comme clé en main, ils partent, ils nous le donnent, on paye les frais de domaine, puis c'est tout. C'est l'idée. C'est ce qu'on espère. Puis pour ça, c'est important de regarder, quand on fait l'analyse des besoins, qu'est-ce qu'on veut voir dans le site web. C'est là que ça devient très important là, de dire au moins dans le site web initial, qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qui est important pour nous. Je vais repartir une business. C'est quoi la durée d'un site web? Fait qu'on voit qu'on va mettre 75 000 $, mais comment longtemps qu'on garde ce site web-là avec qu'est-ce qui est présenté, la présentation du site web? Tout dépend. Ce que j'ai regardé, parce que je m'ai posé exactement la même question, s'il est bien fait et il répond aux besoins des citoyens, ça peut être très longtemps. Okay. Il y a moyen de moderniser les choses. Les technologies pour faire des sites web, ils changent à tous les 3 mois. Mais la façon qu'on organise, si tu regardes maintenant tous les sites municipaux, se ressemblent beaucoup.
dans la façon qu'ils partagent l'information. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Mais les idées d'ordre général des sites web, ceux qui gagnent des prix à chaque année, ils se ressemblent beaucoup. Puis, si on regarde ces genres de sites web-là, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de changer là, dans de 3 ans, 4 ans. Là. Je ne peux pas voir pourquoi. Là. C'est le contenu qui est important. Là, dans tout. Les technologies qui vont être utilisées pour ça, c'est les mêmes technologies qui sont utilisées depuis les années 90. C'est juste les outils et les méthodes là, qui changent. Okay. Puis une autre question sur ça, ça fait combien longtemps qu'on a le site web qu'on a en ce moment? 5 ans? 4 ans? Ça fait combien longtemps ça? Ça fait combien d'années qu'on utilise le sel qu'on a? Non, ça fait moins que ça. Ouais, on l'a revampé, ouais, c'est ça. Ça a coûté combien? C'était un problème avant, ça, je le sais. Ça a coûté. C'est bien. Il va y avoir d'autres coûts qui vont venir avec le temps. On a eu une présentation l'autre jour de cybercrime, là, puis les coûts contre ça, c'est incroyable. Là. Et c'est pas les gens qu'on avait là, ça venait de l'RCRP, de l'OPP, et puis ministère fédéral. Et puis c'est quelque chose, ça l'ouvre les yeux. Fait que pour rentrer dans notre argent, tu dis 3 à 4 ans, c'est la norme. Oui, puis je m'attendais que notre site, il va durer. Je m'attendais qu'il dure plus longtemps que ça. Okay. Il y a une façon de faire des changements à un site web sans le refaire au complet. Okay. Définitivement. Merci. Puis ça va permettre là, que les gens puissent faire des paiements là, directement sur le site. Oui, bien, il y a déjà beaucoup de ces services-là qui ont déjà débuté maintenant. Puis ça va être peut-être mettre une meilleure fenêtre à ces services-là. OK. Puis si on a besoin d'ajouter des choses à ça, oui, absolument. Ça devient... Bien, là, c'est là comme si on décide dans 3 ans qu'on veut offrir un service en ligne qui n'existait pas avant, naturellement, là, il va falloir regarder là, ça potentiellement une addition. Okay. Sans nécessairement tout changer. C'est Simon. Merci. Pourquoi qu'on ne fait pas juste... Si on est capable d'arranger le site qu'on va avoir, pourquoi qu'on peut arranger le site qu'on a là? Bonne question. Il n'est pas bien structuré. Il est peut-être structuré de la façon... Il est structuré d'une vieille façon de travailler, on met beaucoup d'informations, puis on essaie de naviguer à travers de la page, puis essayer de trouver des choses. Moi-même, quand j'ai débuté à la ville, je m'en servais, puis j'avais de la difficulté à m'en servir comme quelqu'un en informatique d'expérience. Donc, il y a une structure fondamentale qui a besoin d'être refaite, un peu comme une fondation de maison, si on veut. Là. Puis, on ne peut pas le grandir de façon adéquate avec la structure de façon qu'elle est en ce moment. Si on veut vraiment avoir quelque chose qui va permettre d'aider dans le côté stratégique de la ville, comme le développement économique, toutes ces choses-là, il faut prendre un pas de recul, là, puis regarder la façon qu'on le fait. Ça peut coûter aussi cher aussi. Un exemple concret que je peux, quand on compare des sites, par exemple, la plupart des sites vont aller maintenant par thème. Par exemple, quelqu'un qui est intéressé à savoir par rapport au site d'enfouissement, par rapport à mes déchets, mais là, il va y avoir une photo d'un déchet, puis tous les règlements qui concernent les déchets vont être là. Fait que la personne n'a pas besoin de passer au travers de 200 règlements pour essayer de trouver celui qui concerne les règlements qui sont un lien avec les déchets. La même chose pour la construction, la même chose pour... C'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus par terme, par sujet. C'est plus agréable, c'est plus facile pour les citoyens. Puis ajouter pour le coup aussi, juste pour revenir à la question de M. Simard pour le réparer, quand on parle d'une compagnie qui va nous faire un site clé en main, si on veut, ils ont déjà des gabarits de fait. Donc, tu payes pour la qualité qui a déjà été faite, ou si tu t'en vas avec quelqu'un qui va entrer puis va commencer à l'omniper, si on veut, là, ça va devenir plus du travail à l'heure et ça peut être étiré. C'est juste parce que tu peux réparer le nouveau qu'on va avoir, puis là, on répare pas ça là, c'est juste pour ça. Pardon? Tu disais qu'on pouvait réparer le nouveau qu'on va avoir dans 4-5 ans si on veut pas vraiment réparer autant que juste l'évoluer, ajouter des choses. Pas le réparer comme tel, mais juste avoir une meilleure infrastructure maintenant pour qu'on puisse l'évoluer sans recommencer en 4-5. Non, juste une question, parce que ça disait concernant le budget 2020, alors ça va être déjà considéré dans le budget une fois qu'on en discute, alors je pense que les autres conversations pourraient avoir lieu à ce moment-là. 9.2, si les fournisseurs... Il faut voter, monsieur. Tout le monde en faveur? Ben... On a toujours le proposeur, sûrement. Tout le monde en faveur.
Mais tout le monde en faveur d'ajouter le 75 000 au budget 2020? Non. Juste à changer 335. OK, c'est bon. OK. Je comprends. C'est juste pour permettre Oui. d'utiliser. C'est le 70 qui est déjà là. C'est beau. OK. Tout le monde en faveur? Merci. 9.2. Tandis que le linéa A et B de l'annexe D, approvisionnement non concurrentiel de la politique d'approvisionnement, permet de faire des achats avec des fournisseurs uniques et exclusifs, que le comité plénière recommande au conseil municipal d'approuver la liste révisée des fournisseurs uniques et exclusifs telle que présentée à l'annexe A du rapport FIN 2019-024. Secondé. Monsieur Levert. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.3, M. Cardellari. Que le rapport numéro PRO 2019-03 au sujet des statistiques mensuelles pour le mois de juin, juillet et août 2019 soit reçu à titre d'information. Secondé, M. Plante. Question? Non. Tout le monde en faveur? Merci. 9.4, M. Grimard, c'est ça? Oui, certainement. Le rapport PRO 2019-24 relié à l'état d'avancement des nouvelles casernes soit reçu à titre d'information. Secondé, M. Bouchard. Question? M. Grimard. Mr. Wilson, what was the original first date of completion? What was the first scheduled date that we were going to take the station? I'd have to check, I want to say end of September, early October, around now. Okay. So from the report, I think they're saying January, but then official opening maybe not in the winter. So I remember we discussed options for delays in the delivery as far as, are we still keeping the same angle on that? Are they aware that we are keeping the, for the delays? Okay. So we pay and then we claim, or we negotiate before the last payment? Assuming there's no negotiation, it would just not be paid on the final bill. So if the bill, let's say, is 500,000, but they're delayed, we're just going to give them 200. Okay, that's the plan. We also get an extra bill from the engineer. Yes. Okay. As long as we keep enough money. So that's it. I guess that's my question. We are not going to pay and then try to go and get some. We're going to say, according to the contract? In the contract. Perfect. Thank you. That's all I have. Yeah, all the contracts of this nature have a 10% withholding, so we withhold 10% of the overall contract cost until the completion of the project anyway. But does the 10% suffice? Yes. Okay. Thank you. That's all I have, Mr. Mayor. Moi, je have a question, but not on the one in Auckland, but the one in Beaujeu, because there was two problems. One, the light that was reflecting into the house. Has it been solved, or did they find a solution? I believe they were working on a solution. I'd have to check and find out whether they got that solution in place yet. I know they're aware of it. I know they're working. And the noise has been settled. Yes. And they thanked me. They were very pleased, very happy that it was done very quickly. Yeah. Okay, that's it. Numéro 10, other. Tout le monde en faveur? Merci. Numéro 10, est-ce que vous avez des questions pour les directeurs? Madame Joignard. Non. Monsieur Grimard. 2 points rapidement. J'ai eu quelques téléphones. L'intersection de la rue Saint-Joseph à l'avenue du Parc. Ceux qui connaissent un petit peu, il y a la sortie du Giant Tiger. J'aimerais juste qu'on puisse confirmer, maybe with bylaw, somebody, and I didn't have time to check, somebody reported that they didn't reinstall the stop sign at the exit of the Giant Tiger. So there are some people that are kind of, they just go. And it's been reported that, on top of St. Joseph, we have a school, we have some pathway to cross. But at that intersection, there's actually students coming down wanting to go to Giant Tiger, coming back from Spartus or even as far as Subway. There's no markings for pedestrian crossing at that intersection. And I think we could increase the safety of the students of all the schools. It's not only Sainte Trinité, but it's L'Escale, and there's nothing at that intersection. So I just want to know if we can look at something. I've seen some new intersection in Ottawa where they really raise the place, and I'm telling you, if you're kind of flooring it when you leave the stop, your bumper's going to stay there. So you have to climb slowly, cross the intersection,
And it's not a speed bump, it's literally an elevated. And I believe with the amount of schools there, I think that would be something to maybe consider looking into. My last thing, Mr. Mayor, is that we have some great radar instruments right now at the city, and we have reports that come to the councillors because we get complaints. Mais on n'a pas après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui constitue une justification de mettre des installations pour réduire? Alors, j'ai reçu 2 rapports. Il y en a un qu'on partage, moi et M. Bouchard, sur le chemin Tucker. C'est où que moi, je reçois ça comme conseiller, puis qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi le pourcentage qu'on dit, oh, on a un problème de vitesse pour faire quelque chose? Fait qu'on a des super données, mais on n'a aucune, je crois, capacité ou compétence de dire, il y a vraiment un problème quand vous avez 20% qui vont 10 km et plus au-dessus. Vous avez 10%, vous avez un problème de vitesse, il faut faire quelque chose. Fait on reçoit des rapports, puis moi, je demande à c'est M. Roy qui a fait ça. Les statistiques sont super bien faites, mais ça meurt là. Alors, je veux savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus, ou est-ce qu'on devrait avoir une procédure après? Bon, s'il n'y a pas de problème, qu'on puisse le dire aux résidents, mais moi, je ne sais pas en regardant les statistiques. Tu pourrais donner des tickets en masse, là, mais je veux dire ça. Je ne sais pas où aller avec ça. C'est quoi le standard? Oui, on a-tu un standard? Qu'est-ce qui est acceptable? Monsieur Lenoir. Donc, M. le maire, il y a des standards qui existent. Le standard que le département utilisait, c'était 85%. Donc, si 85% des véhicules roulent à la vitesse ou moins, c'est considéré comme qu'il n'y avait pas vraiment rien à faire pour changer ou mettre des mesures en place pour réduire la vitesse. C'est considéré comme s'il roule à la vitesse. Puis, dans le passé, ce qu'on faisait, c'est que à la demande des conseillers, on faisait cette analyse-là. Puis après ça, on revenait avec un rapport. Ça sortait de notre département qui recommandait soit des mesures de réduire la vitesse, il y a différentes façons, ou qu'on ne le recommandait pas. On l'a fait sur, je crois, 3-4 rues là, déjà. Là, il y avait, dans le passé, je sais que Dr. Corbeil en a été une rue, ça a été bien fait. C'est C'est juste que là, je pense qu'il y a un déconnect entre la réglementation qui reçoit les statistiques, qui envoie ça au conseiller, puis après ça, on n'entend plus parler de rien. Fait que je pense qu'il y a besoin peut-être une reconnexion et de nous confirmer, bon, cher conseiller, basé sur la demande des résidents, on a fait une analyse telle date à telle date, 84%, peu importe le votre standard. Donc, il y a un problème ou il n'y a pas. S'il y en a un, voici les mesures qu'on désire prendre. On a plus ça maintenant. Okay. Je suis d'accord. Ouais, c'est pas obligé de venir au conseil, je pense juste non, non, courriel, parce que moi aussi, je reçois ça, puis après ça, je suis là comme, OK, je regarde ça, je vois ça, mais non, ouais. C'est cet aspect-là que moi, j'ai pas nécessairement les compétences non plus pour regarder ça puis dire si tu correct ou ça l'est pas. J'aurais besoin de quelqu'un justement de me dire, ben on regarde ça, parce que autre que forward le courriel, mais c'est ça, on a-tu ce training-là, on est-tu correct dans ce qu'on a pour avoir ça? Oui, ben, c'est juste que, oui, puis dans le passé, c'est qu'il y a eu une politique qui a été approuvée au Conseil. Dans le fond, c'est que pour ces demandes-là, ça devait être suivi par, ou supporté par soit pétition ou par support des résidents, parce que ce qui est arrivé dans le passé, c'est que soit un arrêt a été mis ou il y aurait eu des mesures là, de réduction qui avaient été mises, puis que c'était pas supporté par la communauté, si tu veux, ou les gens qui habitent sur cette rue-là, puis il y a plus de gens qui ont fait des plaintes par après qu'il y en a qui avaient fait la plainte initiale. Donc, vraiment, la raison pour laquelle avant ça venait au Conseil, puis c'était un rapport qui sortait du département, c'est qu'il y avait une pétition qui avait été faite, qui a été endossée avec la greffe, puis après ça, nous, suite à cette pétition-là, si la communauté le supportait, on allait faire les démarches, puis on revenait avec les recommandations. Donc, il y a ce lien-là qui manque en ce moment là, un peu aussi. Moi, je pense qu'on ne devrait pas juste avoir à attendre à une pétition. Je pense qu'on peut être facilement proactif, comme on le fait en ce moment. Je pense qu'il faut juste avoir un meilleur suivi des stats, puis nous approcher après, puis ça prend un rapport au conseil pour recommander quelque chose. Après ça, on peut aviser les résidents qu'il y a un problème de vitesse. C'est ça. C'est tout ce que j'avais. Merci. Non, c'est bon. Moi, c'est drôle. Je pense qu'on a peut-être les mêmes résidents dans différents quartiers qui se parlent. Mais moi aussi, c'est par rapport à encore la réduction de vitesse. Je sais qu'on fait une révision du parking bylaw. Est-ce que ceci rentre en marche à voir si
peut potentiellement réduire la vitesse dans les secteurs résidentiels à 40, où on devrait juste suivre encore, si c'est un appétit au conseil, les résidents aussi, à cause, on se le fait partager que c'est définitivement un problème sur certains artères de chemins, surtout les chemins qui ont été refaits, puis qui sont moins bosseux qu'avant. Monsieur Donat? Dans le fond, le Traffic Act donne l'autorité aux municipalités à se mettre réduire les vitesses si elles veulent. Par défaut, c'est 50 km/h. Et pour les rues urbaines, puis 80 pour les rues locales. Pas locales, mais rurales. Wow! Excuse-moi. Tout ça pour dire que si on veut réduire la vitesse, ça se fait, ça doit se faire par bylaw. Il y a des raisons, par contre, pour lesquelles on ne devrait pas le faire ou qu'on ne voudrait pas le faire. La vitesse qui est indiquée, elle est rarement suivie parce qu'il y a une pancarte qui indique la vitesse. C'est plus à cause de la construction de la rue. C'est plus, les gens vont rouler à la vitesse qu'ils sont à l'aise de rouler. Donc, si la rue, elle est trop large, la rue, elle est très droite, toutes ces choses-là, les gens, que ce soit 50, 40, que ce soit 80, ils vont rouler à la vitesse qu'ils sont confortables. C'est plus les mesures comme les pet zones, ces choses-là qui vont vraiment avoir un effet. Donc, vraiment, ça dépend comment que le conseil peut approcher ça. On ne recommanderait pas de réduire à la grandeur à 40 km/h, mais c'est quelque chose qu'on peut évaluer si vous voulez. Moi, M. Donat, c'est l'indicateur de vitesse qu'on a sur le chemin Outaouais à côté du quai du Golfe. L'autre jour, il y a bien des fois qui ne fonctionnent pas, quand on s'en vient. Puis l'autre jour, il a fonctionné, mais c'était un auto qui sortait du Golfe. Est-ce qu'elle est vite? Non, il n'était pas trop vite. Je suis honnête, j'ai reçu les statistiques. Puis j'ai trouvé que c'était... Ben, en tout cas, les statistiques démontraient quand même qu'on... Là, je sais pas si c'est 85%, mais je pense qu'un chemin rough, ça fait ralentir. Vraiment, il n'y a pas de problème. Si on refait Tucker, puis je pense que c'est quelque chose qu'on fait. Quelque chose. Chez nous, là, ils ont refait le chemin, ils ont juste tout remis en crocheton. Même les autobus, il y en a un qui passe à 4 heures le soir de la 417 et c'est incroyable la vitesse qu'il va. Avant, il ralentissait parce qu'il était un peu par de suspension. Mais s'il y avait moyen de changer ça, c'était une place-là. Je vais vérifier. Ben, je pense même qu'ils ont fini. Ils nous ont remis les statistiques, fait que je pense qu'il est là jusqu'à temps qu'on l'affecte ailleurs. C'est une chance. Super heureux de voir le stationnement au Parc des Champs dans le quartier 4. C'est super, ça s'est terminé dernièrement. La seule chose que je voudrais revérifier avec vous, M. Lenhart, c'est encore sur la rue Mercury où on a indiqué les pancartes de non-stationnement. On a encore un endroit où les pancartes sont pauses qui devraient être. Alors, ça fait quand même quelques mois maintenant que la première demande a été faite. Alors, si on aurait la chance d'y aller. On va revenir avec le suivi. Merci. M. Levert? Oui, M. Lenhart, finalement, des beaux chemins dans Hammond. Juste pour rassurer les résidents qui m'appellent toutes les semaines et m'envoient des courriels, on est encore on track pour le 1er novembre afin d'ouvrir le chemin Lacroix. Oui, tel que à date d'aujourd'hui, c'est encore prévu. Les travaux n'ont pas encore commencé. C'est possible qu'il y ait des délais, mais à date, là, on ne prévoit pas de délai. OK. S'il y a des délais, j'aimerais le savoir. Définitivement. Oui, j'ai eu une petite plainte pour le chemin Henry, si on fait passer Breaker, parce qu'on a une foule, puis baseline. OK. Puis, sur le chemin là, merci pour l'avoir pulvérisé. Si on peut avoir du calcium, s'il vous plaît. Parce que Pas besoin, il va neiger. Oui, je prends des risques. Monsieur Lalonde? Votre chemin Vinette est fait, il est ouvert. Oui, super. Les gens sont très contents. On commençait à manquer de chemin à passer avec la Hearst. Le chemin d'André et le chemin Vinette, ça commençait à être un peu crucial de le faire. On est toujours correct pour le 21 octobre pour l'ouverture de Landry. Les travaux vont bien avec un taux. Oui, on n'a pas entendu le contraire. Okay, et puis, à l'item 9.2, on a parlé des fournisseurs uniques exclusifs.
sais qu'on a une liste aussi pour tout ce qui est camionneur, Libaco, tout ça. Je sais qu'on a fait ça pour une couple d'années. Ça, c'est un standing offer? Ouais. Est-ce que ça, on le revoit cette année ou est encore bon cette année? Je ne suis pas certain si on le revoit cette année, mais je sais que c'est soit cette année ou l'année prochaine. Donc, on va revoir. Il manquait beaucoup de services là, sur ce standing offer. Donc, on va en rajouter. Merci. C'est tout? Non, Toujours de même? Alors, il reste Moi, je vais juste réagir. C'est certain que je vais me demander première. Oui, mais c'est parce que je veux réagir. Non, j'ai pas rien pour moi personnellement, mais je veux réagir à ce que tu dis. Parce que je pense que c'est important, il va falloir qu'on ait des directives claires par rapport aux limites de vitesse dans les rues. Parce que je peux comprendre que pour le département, ça devient compliqué s'il n'y a pas de procédure. Puis je suis d'accord qu'avec une pétition, ça évite de faire bien du travail pour rien. Parce que c'est vrai que quand il y en a 3-4 qui se plaignent, puis qui se plaignent beaucoup, qui se plaignent fort, haut et fort, mais peut-être que les autos roulent très vite vis-à-vis plus leur résidence à eux, mais tous les autres peuvent ne pas être d'accord à réduire la vitesse. Alors là, on fait tous les processus, eux autres font toutes les recherches, font toutes les choses pour finalement peut-être juste 4 personnes. Parce qu'avec une pétition, on sait en partant que la majorité désire qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Alors, sans avoir un message clair au département qui dise, OK, là, on va vérifier maintenant avec l'équipement là, pour consolider qu'en effet, il y a un problème, puis ensuite, là, il faut mettre des mesures en place. Je trouve que ça fait activer le processus beaucoup plus rapidement. 100%. Moi, ma question était juste pour savoir si c'était normal de d'aller de l'avant, qu'on change ça nous-mêmes sans aller par la pétition, mais je suis totalement d'accord d'aller de la voie de la pétition 100%, surtout quand que, M. Reinhardt a apporté le point avec M. Grimard. Merci. C'est tout, Mme Chouette? Oui, Merci tout le monde. Je me suis poigné en train de parler en anglais.